Les terres fluviales s'étendaient en collines douces et rivières sinueuses, parsemées de villes commerçantes prospères. Pourtant, sous cette apparence paisible, coulaient des siècles de tensions latentes. Valenshire, la plus grande cité, avait prospéré grâce au commerce du bois, des épices et des étoffes rares venues des royaumes du Nord. Depuis des décennies, l'influence étrangère façonnait sa gouvernance. Les gouverneurs envoyés par des couronnes lointaines prélevaient impôts et taxes, régulaient le commerce et appliquaient des lois favorables à leurs souverains, non aux habitants. Malgré la prospérité, le ressentiment grondait. Les commerçants murmuraient à propos des droits anciens abolis, des taxes portuaires augmentées et des tarifs strictement appliqués. Des familles jadis prospères craignaient ruine et famine. Les anciennes alliances avec les royaumes du Nord, jadis pure tradition, devenaient un espoir vital. Deux frères, Jacques et Lucien Moreau, se distinguaient parmi ces espoirs. Fils d'un maître forgeron respecté, ils avaient hérité de l'habileté manuelle et d'une curiosité insatiable pour l'invention. Dès leur vingtaine, ils expérimentaient de nouvelles conceptions d'artillerie et de canons, capables de tirer plus loin, plus vite et avec une précision dévastatrice. Beaucoup se moquèrent de leurs ambitions, mais l'ingéniosité des Moreau incarnait une lueur d'espoir pour ceux qui aspiraient à la liberté. Au nord, le roi Édouard, II des royaumes du Nord, faisait face à ses propres troubles. Monté sur le trône récemment, il héritait d'un royaume fracturé par des conflits internes. Pourtant, lorsqu'un émissaire de Valenshire vint lui demander secours, il vit à la fois danger et opportunité. Les terres fluviales pouvaient soit renforcer son influence, soit lui échapper complètement. Le printemps 1461 apporta à Valenshire plus que des fleurs. Il apporta des réunions secrètes dans des ruelles sombres et le galop discret de chevaux dans les rues pavées. Le conseil municipal, craignant les patrouilles de la couronne de fer, choisit un représentant unique pour porter leurs requêtes au nord. Le maire Alaric Beaumont, homme calme mais déterminé, devint la voix des citoyens. Traversant le fleuve Silver en crue, il arriva dans la capitale des royaumes du Nord et présenta leurs requêtes au roi Édouard II. Sire, depuis des générations, nous subissons la domination étrangère. Nos ancêtres ont combattu et péri aux côtés de vos soldats. Valenshire ne cherche pas la conquête, mais la libération. Nous offrons notre fidélité en échange de protection. Le roi, prudent mais conscient de l'importance stratégique, dépêcha son plus fidèle commandant, Sir Gareth Ashbourne, connu sous le nom de Faucon du Nord. Endurci par des campagnes brutales et des années de captivité, Ashbourne incarnait la discipline militaire et le courage inébranlable. À Valenshire, les frères Moreau se préparèrent intensément. Leurs expérimentations, auparavant un simple passe-temps, prirent désormais un caractère urgent. Des prototypes en bois cédèrent la place à des pièces renforcées en acier, et les modèles en argile furent remplacés par des canons grandeur nature. Les rumeurs de l'arrivée imminente du commandant nordique électrisèrent la ville. Les marchands chuchotaient, les enfants jouaient entre les canons inachevés, et chaque taverne résonnait de spéculation et d'espoir. En octobre 1461, Sir Gareth Ashbourne débarqua avec 2700 vétérans et mercenaires, accueillis par les cloches de l'église et les acclamations des foules. Il rétablit les privilèges commerciaux et redonna aux responsables locaux la gouvernance, gagnant rapidement le soutien des habitants. Après des décennies de patience, Valenshire commençait à vibrer d'une énergie nouvelle. La perspective d'une révolte éclairée, mûrie par la discipline et l'ingéniosité. Et l'arrivée de Sir Gareth Ashbourne à Valenshire n'était pas seulement celle d'un commandant nordique. Elle annonçait le réveil des terres fluviales après des décennies de soumission silencieuse. La ville, qui avait longtemps subi la main lourde des gouverneurs de la couronne de fer, semblait enfin respirer sous le vent du changement. Les clochers des églises et les ruelles pavées vibraient du bruit des armures, des sabres et des martèlements métalliques qui annonçaient l'arrivée d'une armée déterminée. Ashbourne descendit de son navire, son armure étincelante sous le soleil d'octobre. Son regard perçant balayait la ville, notant chaque ruelle, chaque rempart et chaque tour de guet. Pour lui, une victoire n'était jamais le fruit du hasard ou de la bravoure seule. Elle se construisait par la stratégie,
la discipline et la connaissance du terrain. Dès le soir de son arrivée, Ashbourne réunit ses officiers dans la grande salle du manoir Beaumont, transformée en quartier général temporaire. Les longues tables étaient recouvertes de cartes, de croquis et de notes stratégiques. Les chandelles projetaient des ombres dansantes sur les murs de pierre, tandis que les officiers débattèrent de la meilleure manière de défendre la cité. Parmi eux, des vétérans aguerris, ayant survécu à de nombreuses campagnes, partageaient leur expérience avec un mélange de prudence et d'assurance. Valenshire est bien défendu, mais pas imprenable, commença Ashbourne en traçant des lignes sur la carte. La rivière Silver est à la fois un atout et une vulnérabilité. Nous devons contrôler tous les passages. La moindre avancée ennemie se paiera cher. Notre première mission, fortifier les approches nordiques. Les officiers acquiescèrent, bien que certains doutassent encore de la capacité de cette armée à résister à la puissance supposée de la couronne de fer. Ashbourne, conscient de l'ampleur du défi, savait que la supériorité numérique n'était pas une garantie. La discipline, la préparation et l'innovation seraient ses alliés les plus sûrs. Dès l'aube suivante, l'entraînement commença. Les rues habituellement calmes résonnaient maintenant du cliquetis des armes et des ordres hurlés par les sergents. Les soldats s'exerçaient à former des lignes parfaites, à manier l'épée et la lance en coordination, à réagir aux charges de cavalerie. Les archers prenaient position sur les remparts, tirant sur des cibles mobiles, imitant des ennemis en approche. Les cavaliers parcouraient sur les plaines en dehors de la ville, répétant charge et contre-charge jusqu'à la perfection. Ashbourne ne négligeait aucun détail. Chaque jour, il visitait les camps, parlait aux soldats, écoutait leurs inquiétudes et inspirait confiance. Beaucoup étaient là des vétérans ayant combattu dans des guerres lointaines, d'autres des volontaires locaux, inexpérimentés mais ardents dans leur loyauté pour Valenshire. Ils savaient que le moral pouvait faire basculer le cours d'une bataille autant que les canons ou les épées. Pendant ce temps, les frères Moreau travaillaient sans relâche dans leur atelier proche de la rivière. Jacques esquissait de nouvelles conceptions au charbon, calculant trajectoire, recul et puissance de feu avec la précision d'un mathématicien. Lucien, plus jeune, testait alliage et mélange de poudre, expérimentant des prototypes capables de résister à des tirs répétés. Leur objectif était ambitieux, créer un système d'artillerie capable de percer les murs les plus solides en un seul assaut décisif. La population participait aussi aux préparatifs. Les citoyens fournissaient matériaux et nourriture, construisaient plateformes et fortifications, et transmettaient des informations sur les mouvements de la couronne de fer. Les tavernes étaient en effervescence, les ateliers emplis du bruit des marteaux, et l'odeur de la poudre mêlée à celle du pain et des épices flottait dans l'air. Pour la première fois depuis des décennies, les habitants ressentaient que leur ville allait décider de son destin. Au fil des semaines, Ashbourne définissait sa stratégie. Il ne comptait pas attendre passivement derrière les murs. Il frapperait le premier, utilisant la ville comme rempart et tremplin. Il ordonna des missions de reconnaissance le long de la rivière, envoyant éclaireurs et messagers vérifier position ennemie et route d'approvisionnement. La nuit, des cavaliers portaient des messages secrets à travers forêts et collines, coordonnant les villages alliés. Puis des nouvelles inquiétantes arrivèrent. L'armée de la couronne de fer massait ses troupes sur les plaines méridionales. Certains messagers parlaient de dizaines de milliers de soldats prêts à écraser Valenshire avant que ses défenses ne soient complètes. Ashbourne restait calme, analysant les informations avec soin. Il savait que surestimer ou sous-estimer l'ennemi pouvait coûter cher. Les frères Moreau perfectionnaient leurs armes, attirant l'attention des officiers nordiques. Ashbourne vint personnellement inspecter leur création. Ces machines, je n'ai jamais rien vu de tel sur le champ de bataille, dit-il, mélange d'admiration et de prudence. Si elles sont utilisées correctement, elles peuvent inverser le cours d'une bataille, même face à une armée supérieure. Mais chaque soldat doit connaître son rôle. La discipline décidera de notre survie. Jacques acquiesça, conscient du poids de ses inventions. Nous avons calculé les distances, le recul et la cadence de tir. Mais la guerre est imprévisible. Les hommes et les machines doivent agir de concert. Lucien ajouta, « Les canons sont renforcés. Ils supporteront un tir continu. Si nous synchronisons nos salves, les lignes ennemies s'effondreront avant même d'atteindre les murs. » À l'approche de l'automne, la ville s'était transformée en forteresse. Barricades, tours de guet et remparts étaient renforcés. Les soldats s'entraînaient sans relâche,
Les canons étaient positionnés stratégiquement, et chaque pont, chaque ruelle devenait un point de défense ou d'embuscade potentielle. Les ateliers des frères Moreau, situés à l'orée de la ville près de la rivière Silver, étaient désormais le cœur battant de la future défense de Valenshire. Jacques et Lucien travaillaient sans relâche, entourés de barils de poudre, de pièces métalliques et de plans griffonnés au charbon. Les murs de pierre résonnaient du martèlement du métal et du froissement du papier, témoignant de l'intensité de leur effort. Jacques supervisait les calculs des trajectoires et du recul. Il mesurait avec précision la longueur des canons, l'épaisseur des parois et la quantité de poudre nécessaire pour atteindre des distances qu'aucun adversaire n'aurait cru possibles. Lucien, quant à lui, se concentrait sur les matériaux. Alliage renforcé, boulet parfaitement sphérique, mèche calibrée, tout devait fonctionner avec exactitude. Nous devons tester la cadence de tir avant le jour du combat, déclara Jacques, les yeux rivés sur le croquis d'un canon amélioré. Chaque minute compte et chaque tir doit être précis. Lucien acquiesça et ajouta, si nous synchronisons nos batteries, nous pourrons briser la première ligne ennemie avant qu'ils n'atteignent les murs. Mais il faudra entraîner les hommes à manier ces machines nouvelles. Pour cela, les frères Moreau firent appel aux soldats nordiques et aux volontaires locaux. Chaque matin, une équipe de 10 hommes manipulait les canons, apprenant à charger, viser et tirer en un rythme parfaitement coordonné. Les premiers essais furent chaotiques, des explosions mal dirigées, des boulets qui déviaient, des barils qui se fissuraient. Mais peu à peu, discipline et technique s'imposèrent. Les tirs devinrent rapides, précis et réguliers, capables d'atteindre des cibles à plusieurs centaines de mètres. Les officiers nordiques observaient ces essais avec stupéfaction. Sir Gareth Ashburn lui-même vint plusieurs fois inspecter les progrès. « Ces machines sont exceptionnelles », déclara-t-il après avoir assisté à une démonstration. « Si nous les déployons correctement, elles changeront complètement la donne. Mais souvenez-vous, même la meilleure arme ne sert à rien sans une stratégie solide et des hommes prêts à agir. » À l'extérieur, les habitants de Valenshire participaient activement à la préparation. Des plateformes en bois furent construites pour stabiliser les canons, des barricades renforcées autour des points vulnérables et des tunnels creusés pour permettre des mouvements rapides des troupes. Chaque citoyen semblait conscient que la survie de la ville dépendait autant de sa contribution que des efforts des frères Moreau ou de la discipline des soldats nordiques. Peu à peu, les innovations des frères Moreau prirent la forme sous les yeux émerveillés de la population. Les canons pouvaient tirer en succession rapide, percer les murs de pierre et projeter des boulets à une distance impressionnante. L'ingéniosité des frères permit aussi de concevoir des projectiles spéciaux. Certains renversèrent les chevaux, d'autres détruisaient les portes des fortifications ennemies. La première véritable mise à l'épreuve de ces machines survint lorsqu'un petit détachement de reconnaissance de la couronne de fer s'avança trop près de la ville. Les frères Moreau coordonnèrent le tir de 2 batteries simultanément. Les boulets frappèrent avec une précision mortelle, renversant les cavaliers et semant la confusion dans les rangs ennemis. Les soldats nordiques acclamaient, tandis que les habitants, témoins du pouvoir de ces nouvelles armes, murmuraient des prières de gratitude. Sir Gareth Ashburn comprit immédiatement la portée stratégique de ce succès. « Nous avons désormais un avantage décisif », déclara-t-il lors d'un conseil militaire. « Si la couronne de fer croit que la peur les détournera, elle se trompe. Ces machines, entre nos mains, peuvent décider de l'issue du siège avant même que la bataille ne commence. » Les frères Moreau, eux, restaient humbles, conscients que l'efficacité de leurs inventions dépendait de la coordination et du courage de ceux qui les manieraient. Chaque nuit, ils corrigèrent des défauts mineurs, ajustèrent la poudre, recalibrèrent les canons et formèrent de nouveaux opérateurs. Leur travail était devenu une course contre le temps. La couronne de fer se rapprochait et chaque jour pouvait être celui du siège. Ainsi, Valenshire, jadis simple cité commerçante, se transformait en bastion imprenable. Les innovations des frères Moreau, combinées à la discipline des troupes nordiques et à l'engagement des citoyens, faisaient de la ville un adversaire redoutable. Au-delà des murs, la couronne de fer préparait ses armées, inconsciente de la révolution silencieuse qui se tramait dans chaque atelier, chaque ruelle et chaque fortification. Les premières lueurs de l'aube révélaient un ciel gris et chargé au-dessus des plaines qui s'étendaient devant Valenshire. La rivière Silver scintillait sous les rayons pâles,
ses eaux reflétant les remparts nouvellement renforcés et les canons alignés le long des berges. Les habitants, anxieux mais déterminés, observaient les soldats qui patrouillaient le long des fortifications. Chaque mouvement, chaque geste semblait préparer la cité pour un affrontement imminent. Depuis plusieurs semaines, des éclaireurs avaient repéré les avant-postes de l'armée de la Couronne de Fer, se rapprochant progressivement du sud. Des détachements isolés avaient tenté de tester les défenses de Valenshire, mais chaque tentative se heurtait à la vigilance des troupes nordiques et à la précision des canons des frères Moreau. Un matin, un petit groupe de cavaliers ennemis s'avança trop près de la rive. Jacques et Lucien, prévoyants, avaient installé des canons cachés derrière des palissades renforcées. À un signal précis, les pièces se mirent en action. Le fracas du métal, le nuage de fumée et les projectiles atteignirent leur cible avec une efficacité terrifiante. Les cavaliers furent projetés à terre, leurs chevaux effrayés s'emballèrent, et le détachement se retira précipitamment, semant la panique parmi les éclaireurs restants. « Chaque tir compte », murmura Jacques à son frère, les yeux fixés sur la ligne ennemie. « Nous devons les ralentir, les fatiguer, les empêcher d'atteindre les murs. » Lucien acquiesça, surveillant les ajustements de la poudre et la stabilité des canons. « Nous ne pouvons pas nous permettre d'erreur. Si l'un des projectiles dévie, tout le plan pourrait échouer. » Ces escarmouches, bien que limitées en nombre, eurent un impact stratégique. Elles retardèrent sur l'avancée de l'armée ennemie et augmentèrent la confiance des habitants et des soldats nordiques. Les patrouilles, mieux coordonnées grâce à l'expérience acquise lors de ces affrontements, purent détecter et neutraliser les tentatives de sabotage et d'espionnage. Sir Gareth Ashburn suivait attentivement les résultats. Dans un camp improvisé derrière les remparts, il convoqua ses officiers. « Nous avons démontré que nos défenses sont solides, mais la couronne de fer ne renoncera pas. Ces escarmouches ne sont que le prélude à un siège complet. Nous devons anticiper leurs mouvements, coordonner nos canons et préparer chaque repli stratégique. » Les frères Moreau, toujours au travail, proposèrent de nouvelles modifications pour augmenter la cadence de tir et la portée des projectiles. Jacques dessina des schémas pour des canons à double charge, tandis que Lucien testait des projectiles capables de traverser des portes en bois renforcées et de provoquer la panique dans les rangs ennemis. Les escarmouches suivantes se déroulèrent le long des berges de la rivière. Des patrouilles ennemies tentèrent des infiltrations de nuit, mais grâce aux vigiles, aux torches et aux tirs de précision des canons, chaque mouvement fut repéré et neutralisé. La tension monta, les deux camps comprenant que la véritable bataille approchait. Pour les habitants de Valenshire, chaque escarmouche était une leçon. Les enfants, qui jouaient jadis sur les quais, observaient maintenant la discipline militaire et l'ingéniosité des frères Moreau. Les commerçants, autrefois préoccupés par leurs profits, s'impliquaient dans la défense, transportant poudre, bois et vivres pour soutenir la cité. Les escarmouches avaient également un effet psychologique sur l'armée de la Couronne de Fer. Leurs commandants commencèrent à comprendre que Valenshire n'était pas une ville faible à soumettre rapidement. La combinaison de discipline nordique et d'innovation technique créait un adversaire imprévisible, capable de riposter avec une précision mortelle. Au fur et à mesure que les jours passaient, les escarmouches se succédèrent, augmentant la maîtrise des canons et des tactiques. Chaque affrontement rapprochait Valenshire du moment décisif. Le siège complet que tous redoutaient et attendaient. Les habitants savaient que malgré les succès des premières escarmouches, le destin de la ville dépendrait de la synergie parfaite entre les armes, les soldats et le courage de chacun. Ainsi, alors que le soleil se couchait sur les plaines de la rivière Silver, une certitude résonnait dans tous les cœurs. Valenshire se préparait à un affrontement qui entrerait dans la légende. La couronne de fer, malgré sa puissance et son expérience, ignorait encore que la ville qu'elle pensait fragile était devenue une forteresse prête à résister et à frapper avec une force inédite. La poussière retomba sur les plaines autour de Valenshire. Les corps, les armes brisées et les débris marquaient le souvenir des heures infernales qu'avait connues la cité. Mais le silence qui régnait désormais sur les remparts n'était pas celui de la défaite. C'était celui d'une victoire durement conquise. Les habitants, épuisés mais fiers, se rassemblèrent dans les rues, chantant la bravoure de ceux qui avaient défendu leur maison. Sir Gareth Ashburn parcourait les remparts, inspectant les canons et félicitant ses officiers. Chaque détail avait été crucial pour le succès de la défense. La précision des tirs, la discipline des troupes
et surtout la coordination avec les citoyens et les frères Moreau. Les frères Jacques et Lucien Moreau étaient devenus des figures légendaires. Leur ingéniosité avait non seulement sauvé la ville, mais aussi démontré l'importance de l'innovation militaire. Les habitants les acclamèrent, reconnaissant d'avoir transformé de simples machines en armes décisives. Les Moreau, modestes, attribuaient leur succès à la bravoure et à la discipline des soldats. Ce n'est pas notre gloire seule, disait Jacques. Chaque citoyen, chaque soldat a contribué à cette victoire. Ces canons ne seraient rien sans ceux qui les manient et protègent la ville. Lucien ajouta, « Nous avons seulement prouvé qu'une idée peut égaler la force brute, que l'intelligence et la discipline peuvent changer le cours d'une bataille. » La victoire eut des répercussions immédiates. Les armées de la couronne de fer se retirèrent, marquant la fin de leur tentative de conquête. Les villages environnants, qui avaient longtemps vécu dans la peur, furent inspirés par l'exemple de Wallenshire. Le commerce reprit, les alliances se consolidèrent, et la cité devint un symbole de résistance et de renouveau. Sir Gareth Ashburn, quant à lui, reçut les honneurs du roi. Mais malgré la gloire et la reconnaissance, il demeura fidèle à sa mission, protéger les terres fluviales et préparer la région pour les défis futurs. Sa légende s'étendit bien au-delà des remparts, et son nom fut associé à la discipline, au courage et à la stratégie. Wallenshire, autrefois simple ville commerçante, avait désormais acquis un prestige historique. Les murailles, marquées par les impacts des boulets, racontaient l'histoire de la résistance, et les canons des frères Moreau devinrent des reliques et des outils de formation pour les générations futures. La population reprit progressivement sa vie quotidienne, mais avec une conscience renouvelée de sa force et de son rôle dans la défense de sa cité. Les enfants jouaient à imiter les batailles, les marchands racontaient les exploits des héros, et chaque ruelle portait les marques de la bravoure et de l'ingéniosité qui avaient sauvé la ville. Enfin, le royaume des terres fluviales devint un exemple pour les régions voisines. L'histoire de Wallenshire démontrait que la liberté pouvait être préservée lorsque la communauté, l'innovation et le courage se conjuguaient. Le siège ne fut pas seulement une victoire militaire, il fut un triomphe de l'esprit, de l'unité et de la résilience humaine. Les années passèrent, mais la mémoire du siège de Wallenshire resta vivante dans chaque pierre des remparts et dans chaque ruelle pavée. La cité, jadis simple centre commercial, avait acquis un prestige durable grâce à sa résistance et à l'ingéniosité de ses habitants et des frères Moreau. Les canons des Moreau, désormais légendaires, furent conservés comme symbole de victoire et utilisés pour former de nouvelles générations de soldats. Les techniques qu'ils avaient développées influencèrent l'art de la guerre dans toute la région, marquant le début d'une ère où la stratégie et la technologie surpassaient la simple force brute. Sir Gareth Ashburn, fidèle à son devoir, supervisa la reconstruction et la consolidation des défenses de la cité pendant plusieurs années. Son nom devint synonyme de discipline, de courage et de stratégie, et son exemple inspira de nombreux commandants à travers le royaume. Mais malgré sa gloire, Ashburn resta modeste, rappelant toujours que la victoire était le fruit de l'union des forces et de l'intelligence collective. Les frères Jacques et Lucien Moreau continuèrent à inventer et perfectionner des armes, mais ils furent aussi mentors pour la jeunesse, enseignant aux apprentis la science, l'ingénierie et l'art militaire. Leur héritage ne se limita pas aux canons ou aux projectiles. Ils inculquèrent l'idée qu'une idée bien conçue, appliquée avec discipline, pouvait changer le cours de l'histoire. Les habitants de Wallenshire, marqués par le courage des défenseurs, préservèrent cette histoire dans leurs récits, chansons et traditions. Chaque année, lors de l'anniversaire du siège, la ville célébrait ses héros et rappelait à tous que la liberté exigeait courage, intelligence et solidarité. Au fil des décennies, Wallenshire devint un modèle pour d'autres cités menacées par des puissances plus fortes. Son histoire démontra que même face à des adversaires redoutables, la combinaison de discipline, d'innovation et de courage pouvait transformer une bataille en légende. Ainsi, la cité prospéra, guidée par l'esprit de ceux qui avaient défendu ses murs et ses habitants. Les générations futures héritèrent de cette leçon, que l'ingéniosité, l'unité et la détermination sont les véritables fondations de la liberté. Et dans chaque rue, chaque fortification et chaque canon restauré, résonnait l'écho du siège qui avait changé le destin de Wallenshire pour toujours.
faisant de cette ville un symbole éternel de bravoure et de génie militaire.